d'abord, je voudrais vous saluer tous, mesdames et messieurs, pour une soirée qui me tient vraiment très à cœur. Premièrement, parce que vous l'avez certainement deviné, c'est une première pour moi. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai donné des conférences de long en large en travers, mais c'était toujours dans un cadre qui n'était pas celui que j'ai choisi. Ce soir, c'est moi qui ai choisi d'être là, et ça vient du fond de ce qui m'habite. Vraiment, ce n'est pas un truc professionnel où je travaille pour quelqu'un. Alors, le thème de la soirée, CO2, gaz de la fin des temps. Je me réjouis de pouvoir vous partager le fruit de plusieurs mois de recherche et en fait d'une passion qui dure depuis très longtemps. Le qui suis-je, j'ai l'impression qu'Isabelle l'a dit beaucoup. Mais je vais essayer de le dire avec mes mots, alors ça va être un peu plus laborieux peut-être. Mais ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est de vous dire d'où je viens, à ma façon. Donc, avant tout, je suis ici un citoyen engagé, père de famille. Et je trouve que c'est absolument fondamental parce qu'à notre époque, comme elle le disait très bien, on a l'impression que c'est toujours les experts qui nous parlent et qui nous disent ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, et qu'en fin de compte, nous, qui ne sommes peut-être pas scientifiques et pas experts non plus, on n'est pas légitime pour s'exprimer. Et donc, ce soir, je m'autorise moi-même à prendre la parole et à dire le résultat de mes recherches et de ce qui habite mon cœur. C'est ce que je suis venu faire ici ce soir. Donc, je m'intéresse depuis très longtemps pour la géopolitique, pas seulement, l'histoire. J'ai la chance de parler couramment 4 langues, ce qui me donne la possibilité de lire des points de vue différents. Parce qu'en fin de compte, de tout ce dont on nous nourrit, ou parfois dont on nous gave, c'est en fait toujours le même angle. Et quand on a la chance de parler plusieurs langues, on peut regarder différents angles, ce qui permet d'avoir une lecture plus large. Et c'est pour ça que je parle du côté plurilingue et de ma passion pour la géopolitique. Il se trouve que j'ai aussi passé par nos entreprises de formatage ou de formation. Donc je suis aussi ingénieur en télécom et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'informatique. Et ça va peut-être vous surprendre, mais j'étais actif dans l'automatisation industrielle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça consiste à éliminer en fait toutes les places de travail faites par des êtres humains. Donc pas d'employés, mais automatiser tout ce qu'on peut par des machines. Il y a quelques années déjà, une quinzaine d'années, pour moi c'était un passage vraiment important, c'était 2007, la crise financière m'a vraiment fait plonger dans... J'ai essayé de comprendre ce qui se passait et ce que j'ai vu c'était vraiment pas beau et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi, juste à mon niveau? Et j'ai commencé à me former à l'arboriculture. J'ai acheté des champs à Balance, peut-être vous voyez où c'est, à 700 mètres d'altitude, et j'ai commencé à planter des arbres. Alors, le réchauffement climatique, ça m'habitait cruellement à l'époque, dans le sens où j'y ai tellement cru que j'étais persuadé qu'à Balance, à 700 mètres d'altitude, où personne ne cultive des arbres, bah, ça allait le faire. 15 ans plus tard, ils poussent. Ils produisent peu de fruits, hein, mais ils poussent. C'est déjà ça. Et donc, je suis aussi arboriculteur. J'ai un authentique, selon moi, souci du respect de la vie, et donc, mon domaine est en bio, parce que c'est le moyen, aujourd'hui, dans notre société, de produire dans le respect, c'est pas parfait, mais quand même dans le respect de la nature, tout en étant un minimum reconnu pour ce qu'on fait. L'engagement pour la vie et ce qu'on appelle aujourd'hui, sous une étiquette, l'écologie, je pense que j'ai pas mal pratiqué. Et au final, je suis directeur du domaine de la pêcherie, à 2 km d'ici, probablement. Donc c'est la plus grande
Bon, c'est facile, c'est la seule exploitation de kiwi aussi. De Suisse. Donc au bord du lac, c'est une vingtaine d'hectares. Et j'ai la chance, et je l'ai choisi, de travailler sur ce domaine exceptionnel à plus d'un titre. Premièrement, il est dans un environnement incroyable. Je vois qu'il y a beaucoup de gens de la région qui connaissent bien ce coin merveilleux du Léman. Et aussi la particularité de cultiver une plante hors norme qui permet encore aujourd'hui de produire des fruits qui n'ont encore jamais été traités. Il y a des arbres qui ont 50 ans, ils n'ont jamais connu la moindre molécule, ni même biologique. Donc, moi, ça me tenait beaucoup à cœur et j'ai la chance de pouvoir pratiquer ça au quotidien. Le sujet de la soirée, donc, c'est un peu la recherche, mais qui m'habite depuis très longtemps. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 15 ans que j'ai été pris par ce réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce que je peux y faire? Comment je peux contribuer à ma manière à quelque chose de plus juste, un rapport plus juste à la nature? Mais mon expérience personnelle là-dedans m'a amené à chercher de plus en plus parce que j'ai vu plein de contradictions et beaucoup de mensonges aussi, et beaucoup de contre-vérités. Et donc ça m'a amené à chercher. Alors ce que je vous présente ce soir, je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Je prétends être un chercheur de vérité qui sait qu'il ne la trouvera certainement jamais. Et donc, tout ce que je vais vous dire, je vous invite à le questionner vous-même. Je ne suis pas là pour vous endoctriner, vous en faites ce que vous voulez. C'est simplement qu'on est à la recherche, tous ici, je suppose, à la recherche de la vérité. Et je suis persuadé que chacun d'entre vous, si vous faites un peu la rétrospective de votre vie, vous constaterez qu'en fait, vous avez l'impression de la trouver, et quelques mois plus tard, encore une fois de la trouver, mais c'est plus la même. Ça fait que changer. Donc voilà le contexte dans lequel j'ai envie d'introduire cette soirée. Ce que je pense qui est important, et j'ai envie de vous le partager, je pense que dans des temps aussi difficiles en termes de communication, hein, que ce soit dans la famille parfois, au travail, dans des associations, de façon générale, c'est compliqué. Et en particulier, le sujet de ce soir est très compliqué. Je pense qu'une approche utile qui permet malgré tout de pouvoir continuer la discussion, c'est de toujours garder de l'humilité et de savoir que même si on a l'impression d'avoir appris beaucoup, en fait, on ne sait pratiquement rien. Le deuxième point, l'ouverture, évidemment, toujours écouter, même si on pense que l'autre raconte vraiment des âneries, on peut rester ouvert et écouter parce que chacun a un avis, chacun en est à un certain point dans sa recherche, et donc de rester ouvert principalement. Les autres adjectifs, je ne vais pas tous vous les faire, mais ce que je pense aussi, un point sur lequel j'aimerais mettre beaucoup d'attention, c'est le service, parce que je crois qu'à notre époque, on a beaucoup de peine à servir, à faire quelque chose pour l'autre, que ce soit d'ailleurs un être humain ou pour la nature. C'est un peu la même chose, en fin de compte, c'est tout ce qui vit. Et pour moi, c'est un des points vraiment essentiels de ce que j'espère pouvoir faire, c'est de pouvoir servir aussi un peu. Alors, mon but ce soir, parce que je ne vais pas vous faire une introduction encore plus longue, c'est de partager mes découvertes pour que vous puissiez, je l'espère, dans vos interactions avec les autres, avoir un peu plus, soit des arguments, soit de ne plus vous faire prendre dans ces étiquettes qu'on va vous coller systématiquement. Donc c'est ce que je me suis fixé comme but. Alors, au menu de ce soir, ça c'est le programme. Alors tenez-vous bien. Je vais commencer en introduction à vous montrer quelques coupures de presse. J'ai à dessein choisi des coupures de presse évidemment un peu trash. Mais quand même, en introduction, je pense que c'est important qu'on voit où on en est. Ensuite, je vais vous montrer qu'en fait, on nous raconte une histoire. Mais en tout, hein, tout notre quotidien est fait d'histoire. Et cette histoire, on peut l'analyser. Comme à l'école, vous avez fait des analyses de texte, on peut décomposer le narratif. Ensuite, je vous proposerai de regarder quelques mesures concrètes que vous connaissez tous et de les décomposer pour arriver à une conclusion par rapport à ce narratif. Est-ce que c'est cohérent, ce qu'on nous raconte? Vous ferez votre avis.
Ensuite, pourquoi ce narratif est repris? Parce que vous voyez bien qu'il est systématiquement utilisé partout. Je vous donnerai mon avis personnel, pourquoi on en est là où on en est. Et ensuite, le reste sera évidemment plus personnel, mon point de vue, hein, je l'assume. Je vous présenterai qui, selon moi, écrit le narratif, donc qui est à la manœuvre, si on veut. Pour moi, je pense que c'est fondamental de comprendre où on en est en tant que société, parce que le contexte est absolument fondamental pour comprendre les acteurs, les motivations, et du coup aussi les conséquences et l'objectif de ce qui nous est raconté. Pour finir, je me permettrai de vous proposer comment on peut se positionner dans cette situation. Et pour finir par une conclusion. Alors, quelques coupures de presse. Pour commencer, donc, c'est un article de 2019, ça date déjà un peu. Et vous savez que ces derniers temps, on vous a dit c'est la fin, plus 3 degrés. Donc ça date d'il y a 5 ans, il parlait déjà plus 7 degrés. Alors, plus 7 degrés, je ne sais pas ce que les gens peuvent faire de cette information, mais c'est celle qu'on vous parle tout le temps d'un certain nombre de degrés. Et évidemment, c'est chaque fois, on ne sait plus quoi faire. Un deuxième, donc le secrétaire général de l'ONU qui, pour nous réveiller, selon lui, nous dit on est à l'ère de l'ébullition. C'est plus le réchauffement, c'est déjà l'ébullition. Et ce qu'on sous-entend là-dessous, avec cette expression, selon moi, c'est que c'est la grenouille dans son bocal. C'est-à-dire qu'on chauffe gentiment et on dit que la grenouille ne sent pas. Et donc, il nous compare évidemment à des grenouilles parce qu'il doit nous alerter qu'on est en train de cuire. Parce que nous, on est comme les grenouilles, on ne le sent pas, mais c'est le cas. Dans un autre style, au Québec, on dit le chauffage au bois tue 3 fois plus que les accidents de la route. Oh, intéressant. Mais si vous regardez juste le sous-titre, c'est marrant parce qu'en plus, un peu plus bas, ils disent que non seulement ça provoque plus de morts que les accidents de la route, mais même que tous les autres polluants réunis. Ça suffisait par le premier, hein, ceux qui ont envie d'y croire. Et puis, ces derniers temps, donc là on est en 2023, on a en France, par exemple, un représentant du Shift Project, pour ceux qui connaissent, M. Jean Covici, qui fait la tournée des plateaux pour nous annoncer que la mesure qui serait la plus adaptée à la situation où on est, c'est de limiter les vols. Alors, on va faire un petit sondage. Qui parmi vous a déjà pris 4 fois l'avion dans sa vie? Bon, je suis désolé pour vous, mais il n'y a plus personne dans la salle qui va prendre un avion de toute sa vie. Hein. C'est réglé. Dorénavant, c'est le train pour vous. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas que les êtres humains, c'est aussi nos animaux domestiques. Vous êtes d'accord quand même que ces chiens... Qui c'est qui a un chien parmi vous? Ouf. Qui c'est qui a 2 chiens? Oh. Avec deux chiens, on n'est plus très... 3? Michel, c'est comme si tu avais un jet privé. En effet. Et si ça ne suffisait pas, selon une étude... Là, je vous le traduis pour ceux qui ne voient pas ou qui ne liraient pas l'anglais. Donc, notre respiration contribue à 0,1% du réchauffement climatique. Il y a une solution extrêmement simple, là, qui ne demande aucune technologie. Je ne sais pas si vous la devinez. Merci, arrêtez de respirer, ça résout vraiment tous les problèmes. Voilà, en introduction, juste pour vous montrer où peut nous mener un récit. Et ce récit, ça c'est la définition du Larousse. Qu'est-ce que c'est qu'un narratif? Parce que moi, je prétends qu'on nous raconte une histoire. Un récit, c'est une technique de communication en politique, en marketing ou en management destinée à renforcer l'adhésion du public aux idées d'un homme politique ou d'un parti, à une marque, à une entreprise. Ça vous parle? Alors, c'est mon résumé, hein. Je pense que d'autres le décriraient autrement, mais j'essaie de faire en 5 points. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le climat se réchauffe globalement de façon alarmante. Et le responsable est le CO2. Point 3, tout le monde est d'accord. Point 4, non seulement tout le monde est d'accord, mais on a des
des modèles prédictifs extrêmement fiables qui nous disent que ça va faire comme ça. Ça monte, donc pour vous, ça fait comme ça. Ça monte. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un effet qui provoque un emballement. C'est-à-dire, plus il fait chaud, plus il va faire encore plus chaud. Donc, c'est cette accélération, cette courbe exponentielle. Et donc, conclusion, il faut prendre des mesures drastiques. Peu importe tout le reste. Mais ça, c'est tellement grave qu'on n'a pas le choix. Il faut simplement remplacer l'ensemble du système énergétique du monde, de l'humanité. Et je ne sais pas si vous avez fait la même observation, mais les glaciers fondent. Donc, pour moi, ça veut dire que oui, ça se réchauffe. Là-dessus, moi, je suis d'accord. Je dis, oui, le climat se réchauffe. Mais il y a un petit souci quand même, c'est que si vous prenez tous les glaciologues qui ont étudié la fonte des glaciers, ça a commencé en 1825. Et je ne vais pas vous faire tout l'exposé, mais on peut prendre les Alpes, la Norvège, l'Islande, le Groenland, l'Alaska. La plupart des glaciers ont commencé à fondre entre 1825 et 1850, donc avant qu'il y ait des émissions massives de CO2. Donc il y a un réchauffement qui a commencé, mais il a commencé avant. Mais il est certainement de cause naturelle. Deuxième point, pardon, de combien il se réchauffe? Parce qu'évidemment, on vous dit tout le temps, mais c'est évident, ça s'est déjà réchauffé de 1,5 degré. Comment est-ce que c'est mesuré? Des stations disséminées dans le monde. Ces stations de mesure, elles sont disséminées où on peut la poser, donc sur Terre. Il se trouve que 2/3 de la surface du globe sont de la mer. Donc on a des points de mesure sur 1/3 de la surface du globe. Ensuite, elles sont disséminées, évidemment, pas de façon uniforme. On ne va pas les mettre en haut ou dans une pente. On va les mettre là où c'est accessible pour pouvoir les entretenir. Tout ça a des effets. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quel effet ça a, mais ça a des effets, c'est une évidence. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant pour tous les gens qui ont fait un tout petit peu de physique, on sait que qu'est-ce qui stocke plus d'énergie thermique? C'est l'eau ou l'air? C'est l'eau. Vous faites des chauffages. Le chauffage qui passe ici, on ne fait pas circuler de l'air, on fait circuler de l'eau. C'est un bon réservoir à énergie. Donc, si vous voulez avoir déjà quelque chose de relativement lisse, parce qu'il y a une inertie thermique, vous mesurez l'eau. C'est pas ce qu'ils font. Ils vous donnent toujours la courbe orange, alors qu'on a la courbe bleue, c'est juste que la courbe bleue, c'est la moitié. Donc, si on était honnête, on dirait, c'est tout ce qu'on en sait, c'est entre 0,7 et 1,5. Donc, de combien est l'augmentation? On n'est déjà pas tous d'accord. Est-ce qu'elle est exceptionnelle? Alors, c'est un graphique qui circule beaucoup, qui vous montre l'évolution de la température ces 10 000 dernières années. Vous voyez que ça monte et que ça descend. Et les différents pics sont numérotés de 1 à 10. Nous, c'est numéro 10, c'est là où on en est. Donc on voit qu'il y a eu des époques où il a fait plus chaud qu'aujourd'hui. Et ce n'était pas dû aux êtres humains ni au CO2, ou alors il y avait quelqu'un d'autre qui en émettait. Et je me suis permis juste de rajouter un petit rond. Vous voyez, là, 2000 ans, donc ça c'était Jésus ici, hein? D'accord. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les mesures, donc tout ce qu'on prétend, tout le narratif, il est basé sur des mesures. Donc ça représente à peu près le petit bout qui est là au bout. Tout le reste, c'est parce qu'on extrapole, en fait, on imagine que la température était de ce qu'on voit là, en fonction de ce qu'on retrouve dans les glaces, par exemple en Groenland. C'est pas précis, mais on pense que c'est assez juste pour qu'on puisse imaginer l'évolution de la température. Donc non seulement, actuellement, ce n'est pas exceptionnel, vous en conviendrez, mais si vous prenez quelque chose qui est encore dans notre histoire, donc ces 2000 dernières années, le petit pic que j'ai entouré de vert, c'était il y a à peu près 1000 ans. Et en l'an 1000, c'était Éric le Rouge, il s'appelait. Éric le Rouge a peuplé le Groenland. Vous savez pourquoi il appelait ça le Groenland? C'est green, c'est Greenland, la terre verte. Donc, à l'époque,
il y a 1000 ans, quand il y a eu ce pic de chaleur, ça a permis aux Vikings d'occuper pendant quelques décennies, avant qu'ils en soient délogés. On voit d'ailleurs que le pic, il n'a pas duré très longtemps. Alors, si vous allez chercher, on va vous dire, parce que j'ai aussi regardé ce que les gens qui pensent que ça ne vaut pas grand-chose, ils disent, ouais, mais Éric le Rouge, il appelait ça, c'était un concept marketing très en avance, il a dit Greenland pour convaincre son peuple d'aller habiter au Groenland. Ok, intéressant. Ce qui est quand même plus intéressant, c'est que sur l'île, on retrouve des vestiges, entre autres une église. Il faut un peu de temps pour construire une église, et si vous êtes resté suffisamment longtemps, ça veut dire qu'il y avait du bois. Et s'il y avait du bois, il y avait de la forêt. Parce que, à mon avis, en l'an 1000, où ils n'avaient ni du kérosène, ni quoi que ce soit comme autre source d'énergie que du bois, vous n'allez pas rester des décennies et puis construire une église si vous n'avez rien pour vous chauffer. Hein. Donc il y avait du bois et de la forêt. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y en a de nouveau, mais ça calme un peu les esprits, ça va, quoi. Alors, on reprend, c'est les pics qu'on a vus avant, hein, de 1 à 10. Donc cette fois, ce n'est pas le niveau de la température, mais à quelle vitesse ça monte. Parce que c'est ce qu'on vous dit, en général, on va nous dire, ouais, c'est chaud, mais surtout, ça va très vite. La pente de l'augmentation est énorme. Et il se trouve que si vous regardez, vous en avez 4 de ces événements qui étaient plus importants qu'aujourd'hui. Donc l'accélération, ce n'est pas le cas non plus. Et dernier argument, ils nous disent que c'est dramatique et alarmant parce qu'on a une multiplication des catastrophes naturelles. Vous êtes d'accord? Vous l'entendez tous les jours, ça. Donc ici, vous avez en fait toute une liste de catastrophes, certaines qui ne sont pas liées au climat, comme les volcans, mais vous en avez d'autres qui sont liées au climat. Par exemple, en haut, donc si je prends un stylo, droughts, c'est donc les sécheresses, les inondations, les tempêtes, les températures extrêmes, les glissements de terrain et les feux de forêt. Et si vous regardez l'ensemble, et en particulier les événements particulièrement massifs qui ont causé beaucoup de morts, ils sont principalement dans les années 30. Je ne sais pas si vous avez lu les romans qui parlent du Dust Bowl aux États-Unis, où des millions de gens ont dû partir parce que c'était simplement, ça s'est désertifié, ça c'est les années 30. On a eu des catastrophes vraiment importantes en Asie dans les années 60, mais actuellement, en tout cas, on n'observe pas la catastrophe qui provoque des morts. Alors peut-être qu'on est devenu beaucoup plus résilient, ou on s'est mieux préparé, ça c'est une possibilité, mais en tout cas, on ne voit pas cette hécatombe dont on nous parle tout le temps. Donc ça, c'est le point 1 du narratif. Point 2. C'est le CO2 qui est responsable. Alors, ça, vous le connaissez certainement, mais le CO2, hein, ça, c'est l'air. Donc 78%, c'est du diazote, le 20%, c'est du dioxyde, du dioxygène, pardon. Et ensuite, on a 0,04% de CO2. Si on continue à émettre comme on émet aujourd'hui, on passera de 0,04% à 0,08% à l'horizon peut-être 2070, ça dépend comment ça évolue, mais on est d'accord que ce n'est pas affolant à ce niveau-là. Maintenant, on dit, oui, mais le problème, c'est qu'il y a un effet de serre qui est provoqué par ce gaz. Et c'est tout à fait véridique. Bien sûr qu'il y a un effet, c'est-à-dire que des gaz dans l'atmosphère vont provoquer un réchauffement de l'atmosphère. Mais si on prend maintenant quels sont les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le principal, donc 95% des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau. Ce n'est pas le CO2. Le CO2, il représente 3,6% et le reste 1,4%. Et si vous prenez de ce gâteau-là des gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, il est ici, à 84%, puis ensuite vous avez le méthane, on en reviendra, ça c'est les vaches et compagnie. Et puis vous avez aussi le gaz hilarant. Et c'est vrai, hein, c'est le gaz hilarant. Alors le méthane, on dit qu'il est 28 fois plus, il a 28 fois plus de potentiel de création d'effet de serre, si vous voulez. Et le gaz hilarant, il ne nous dit jamais, c'est le gaz hilarant, il est à 300 fois le potentiel du CO2, hein, c'est jamais. C'est marrant.
Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que, par exemple, qui dans la salle a déjà entendu parler de la vapeur d'eau comme problème principal de l'effet de serre? 5. 10% des personnes ont entendu, alors qu'il représente de loin la cause principale. Un autre point qui est systématiquement mis sous le tapis, alors que c'est absolument basique, quand vous êtes dans votre maison et que vous avez trop chaud, il y a deux possibilités. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez trop chaud dans votre appartement? Ça, c'est une troisième possibilité, mais qu'on n'a pas sur la Terre, ouvrir la fenêtre. On peut diminuer le chauffage ou enlever un pull. Diminuer le chauffage, c'est le soleil, et puis enlever le pull, c'est l'effet de serre. Mais vous êtes d'accord quand on vous dit tout le temps, ah bah, le pull, vous avez mis trop de pulls, et puis on rajoute des pulls. Bah, le soleil, donc. Le soleil, c'est 99,99% de l'énergie qui arrive sur Terre. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact? Donc, juste un tout petit peu, mais ce que je trouve très intéressant, ça c'est donc, j'ai trouvé ça sur une école, sur le site d'une école polytechnique en France. Ils disent le débat fait aujourd'hui rage pour trouver des mécaniques physiques susceptibles d'amplifier les variations du rayonnement solaire. Vous avez déjà entendu de ce débat qui fait rage, vous? Il fait rage, hein. Tout le monde parle de ça, hein. Vraiment l'effet du soleil sur le réchauffement climatique. En tout cas, moi à Noël, on parlait que de ça. Et donc là, un classique, hein, mais je vous le mets quand même, les cycles de Milankovitch. Donc c'est simplement là, vraiment, en fait, l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ce n'est pas une ellipse parfaite. Tous les axes ne sont pas toujours alignés. On nous montre toujours ce mouvement parfait quand on est à l'école, mais en fait, même l'axe lui-même a encore une rotation sur son propre axe. Et ça donne des cycles. Donc on a un cycle de 100 000 ans, on a un cycle de 20 000 ans et on a un cycle de 40 000 ans. Et c'est l'origine des glaciations. Donc, quand je dis que le Soleil a un effet, c'est pas... Tout le monde sait que c'est ce qui a provoqué les glaciations. Et la dernière fois qu'on était un peu ailleurs sur cette trajectoire, il y avait 100 mètres de glace au-dessus de nous, ici à Aubonne. Ça a un peu d'effet quand même, ce Soleil, hein, étonnamment. Point numéro 3, il y a consensus scientifique sur le sujet. Alors en 2007, c'est le GIEC qui concluait que l'activité humaine est fort probablement la cause du réchauffement global, à plus de 90%. Ce qui est très intéressant, c'est quand on dit à plus de 90%, plus de 90% de quoi? En fait, ce que ça veut dire, c'est que plus de 90% sont d'accord qu'il y a réchauffement. Et donc, il n'y a aucune, et j'ai cherché, il n'y a aucune étude quantitative qui a demandé à la communauté scientifique de donner chacun leur avis, quelle est la contribution de l'être humain. Parce que premièrement, ils peuvent éventuellement avoir un avis, mais je pense que la plupart avoueraient qu'ils n'en savent rien. Et donc, le consensus scientifique, moi aussi je suis d'accord, ça se réchauffe. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça, c'est le consensus. Vous êtes d'accord, vous aussi? Ça se réchauffe? Bon, en tout cas, dans la salle, ça se réchauffe. Mais il n'y a pas de consensus sur la suite, sur ce que je vais te dire maintenant, et qui ne vient pas de moi. Est-ce qu'il y a d'autres voix? Parce qu'en général, on dit, ouais, tout le monde est d'accord, et s'il y en a qui disent autre chose, c'est quand même des ploucs. C'est des gens, ils sont sortis de, on ne sait pas vraiment d'où. Il se trouve que, pas plus tard, je l'ai pris lui, parce qu'on ne peut pas dire que c'était il y a longtemps. C'était prix Nobel de physique 2022. Il dit, le récit populaire, le narratif, sur le changement climatique, reflète une dangereuse corruption de la science qui menace l'économie mondiale et le bien-être de milliards de personnes. Bon, voilà, c'est un avis. On peut dire c'est un avis. Et il se trouve qu'il y en a plein d'autres, hein. Je vous ai mis juste quelques noms, parce qu'éventuellement, il y a parmi eux des gens aussi en Suisse, qui font d'ailleurs aussi des conférences, et donc vous pouvez écouter de multiples avis, y compris en français, ici, dans notre région, et de gens qui sont formés dans le domaine, et qui ne vont pas vous dire le récit habituel de tous les jours. Point 4. Les modèles prédictifs qui annoncent une augmentation sont fiables.
Alors, je vous ai mis un petit dessin juste pour comment est-ce qu'on crée un de ces modèles. On découpe la surface de la Terre en petits morceaux. Alors, plus vous avez de puissance de calcul, plus les morceaux sont petits. Mais c'est toujours une approximation. Parce qu'évidemment, comment voulez-vous modéliser la planète entière avec l'ensemble des êtres vivants qu'il y a? Dans une cuillère à thé de terre saine, il y a 500 millions d'êtres vivants. D'accord? Mais nous, on fait des approximations et c'est juste. Ça, c'est juste pour commencer. La prédictibilité d'un modèle chaotique. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite vidéo qui présente quelque chose de très simple, c'est un pendule double. Un pendule, c'est ce que vous connaissez. Okay? Vous accrochez un deuxième pendule au bout du premier. Ça donne quelque chose de ce type-là. Et là, ça tombe bien parce que ça vous décrit en fait le parcours du pendule. Eh bien, aujourd'hui, en 2024, avec toute la puissance technologique qu'on a, on ne sait pas prédire ce mouvement. C'est une équation à 5 inconnus. Différentielle, linéaire, donc chaotique, mais on ne sait pas prédire ça. Bon. Mais on sait prédire le climat de la Terre qui, juste pour faire simple, ça concerne donc les lois de conservation, les lois de la transformation chimique, les relations entre toutes les espèces vivantes. Et puis évidemment, tout ce qu'on ne sait pas, parce que, soyons quand même un peu humbles, il y a plein de choses dont on n'a absolument aucune idée. La science d'il y a 50 ans ne savait pas le quart de ce qu'on sait aujourd'hui. Je pense que je sous-estime encore largement. Évidemment que nous, on est des ignorants complets, mais on prétend qu'on a créé un modèle mathématique qui permet de savoir exactement où on va. Et puis, donc, justement, on sait certains de ces comportements, on les connaît aujourd'hui, mais il y en a d'autres où même la science avoue qu'on n'en sait pas grand-chose, en fait. Donc après, libre à chacun de croire ou pas à ce que disent ces modèles prédictifs. Mais là, vous voyez la courbe noire, là, qui est là en bas. Ça, c'est ce qu'on a observé jusqu'en 2019. Et ça, tous ces spaghettis, là, c'est 68 simulations faites par 13 modèles. Et ça vient du GIEC. Hein. Et ce qu'ils disent, donc c'est le rapport du GIEC, hein, ils disent qu'il n'est donc pas possible de prédire à long terme les futurs états du climat. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Mais si vous avez envie de faire confiance à ce qu'ils prétendent eux-mêmes ne pas faire, vous pouvez y aller. Hein. Donc on a dit, les modèles prédictifs, en tout cas moi je ne leur fais pas confiance, mais ensuite on a cet effet d'emballement. Donc ça c'est bien représenté ici. Donc quand l'être humain n'était pas là, on était dans une zone, c'est relativement stable, et maintenant on est ici. Et si maintenant on traverse cette zone-là, vous voyez que la Terre, elle va tomber dans un trou tout rouge. Ça va, ça vous... Je ne voulais pas vous faire peur, mais... Ou alors, si maintenant on fait le programme Earth System Stewardship, on va retourner dans la stabilité. Et donc, sur quoi est-ce qu'il base ce système, en fait, cette hypothèse, on va dire, que pour eux, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité confirmée et sûre, certaine, c'est en fait les boucles de rétroaction. Vous êtes d'accord qu'un phénomène peut entraîner chaque fois encore plus du même phénomène. Par exemple, quand vous avez de la vapeur d'eau, et on a dit que la vapeur d'eau, c'était le gaz à effet de serre le plus important, donc si ça se réchauffe, vous êtes d'accord que vous avez plus de vapeur d'eau. Logique. Et vu que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, plus il y a de vapeur d'eau, plus ça se réchauffe, plus ça tourne en rond, et là, ça explose. Bon. Et il y en a d'autres. Mais vous avez aussi des rétroactions négatives. Par exemple, sur la Terre, ça tombe bien, il y a de la vie. Donc par exemple, s'il y a plus de CO2, il y a plus le CO2 nourrit les plantes, c'est la nourriture de base des plantes. Donc en fait, les plantes, elles ont plus à manger, donc elles poussent plus. Et il se trouve que ça tombe bien, la NASA le prouve, les images satellites montrent qu'il y a un verdissement de la planète en ce moment parce qu'il y a plus de nourriture pour les plantes. Donc, s'il fait plus chaud,
les plantes, elles poussent plus, elles absorbent plus de CO2, du coup, il y a moins de CO2, du coup, ça se réchauffe moins. Donc ça, c'est une rétroaction négative. La théorie du GIEC et de tous ces gens, c'est qu'il y a uniquement des rétroactions positives. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les rétroactions de tous les systèmes sur la planète, ça donne toujours un positif. Il y a toujours emballement. Et donc, si on met ça sur une courbe, vous avez ici la courbe verte qui prédit quelle est l'augmentation de température si on double la concentration de CO2. Donc, cet effet de réchauffement climatique dû à l'effet de serre, c'est 1 degré, en doublant. Mais on vous dit tout le temps, ça va être plus 7, plus 10, plus 100. C'est parce qu'on vous dit, oui, mais il y a des boucles de rétroaction. Et tous les modèles ont des boucles de rétroaction positives. Si on avait une rétroaction négative, en fait, d'une part, ça pourrait atténuer l'effet de serre. Mais si la rétroaction est plus forte que ça pourrait aussi provoquer en fait l'inverse, une diminution de température. Donc toute la théorie dit qu'il n'y a que des rétroactions positives. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une vision très particulière du monde, ça. C'est un peu comme quand on vous dit, quand vous êtes malade, vous n'avez absolument rien pour vous défendre. Il faut absolument quelque chose d'extérieur qui ramène l'équilibre. Parce que vous, de toute façon, ça part en sucette, tout ça. Et c'est bien connu. C'est pour ça qu'en fait, depuis toujours, il y a quelqu'un qui vient toujours régler le thermostat chez vous. Et la vision du monde, c'est que si nous, on n'était pas là, tout se déréglerait tout le temps. Et je trouve que jusqu'à aujourd'hui, le climat que vous avez vu monter et descendre, manifestement, il y a un équilibre qui se trouve. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors, la théorie, c'est que depuis que nous, maintenant, on est là, il n'y a plus d'homéostasie possible. Il n'y a plus que la possibilité d'un emballement. Alors moi, je me suis permis de reformuler le narratif pour qu'on ait on puisse discuter sur une base peut-être un peu plus saine. Alors moi, je dirais, le climat se réchauffe globalement, mais cela a commencé avant les émissions de CO2 et il n'est pas exceptionnel. Ça va. Voilà. Oui, on observe, mais le Soleil et les gaz à effet de serre impactent le climat. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus que ça impacte. Leurs influences respectives doivent être quantifiées par la science. C'est pas fait. Le CO2 n'est pas le seul responsable, il y en a d'autres. On aimerait bien savoir qui est responsable de combien. Il y a consensus uniquement sur le réchauffement. Et encore, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Mais une large majorité des gens observent un réchauffement. Quand, combien et pourquoi continuent à faire l'objet de recherches scientifiques. Ça, c'est ouvert et honnête. On dit, bah, je sais, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne sait pas. Les modèles prédictifs ne sont pas fiables. Alors ça, c'est clairement moi qui le dis, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, ces 3 dernières années, à d'autres occasions, on a utilisé des modèles prédictifs qui se sont évidemment avérés totalement loufoques. Et pas que cela, mais c'est un autre sujet. La somme des boucles de rétroaction est inconnue, parce que là, de nouveau, il faudrait pouvoir modéliser l'ensemble des interactions de la planète et du vivant, et l'emballement est au mieux une hypothèse. Venons-en maintenant aux mesures. Je dis, et pour moi, ça c'est important, vous voyez qu'il y a pas mal de slides, mais je vais essayer de ne pas vous gaver trop, mais c'est absolument fondamental. C'est la partie énergétique. Parce que l'énergie, c'est la base de notre vie. Déjà, simplement parce qu'on mange, sans énergie, déjà, nous, il n'y a déjà rien qui se passe. Mais toutes nos activités, toute notre société tient grâce à l'énergie. On a tendance à l'oublier parce qu'elle est tout le temps là, elle est toujours disponible. Mais c'est quelque chose dont on n'a pas conscience parce que tellement c'est présent. Toutes les formes d'énergie ont des avantages et des inconvénients. Parce que quand on dit « Ah, mais on va faire du renouvelable », c'est comme si c'était la panacée et qu'il n'y avait pas d'inconvénients. Bien sûr qu'il y en a, et ils sont nombreux, mais il faudra avoir l'honnêteté de le dire. Et on va en parler. Et pour finir, on prétend que, bon, on peut changer l'ensemble de notre système énergétique, pas de problème. Mais notre société tient parce qu'elle a, tout ce qu'on a aujourd'hui ici, c'est parce qu'on a une sécurité énergétique.
on peut fonctionner tel qu'on fonctionne en tant que société, c'est parce qu'on peut compter sur l'énergie. Je voulais juste le représenter dans ce sens-là. C'est la sécurité énergétique qui permet la sécurité économique et éventuellement de prendre des mesures environnementales. Et pas dans l'autre sens, hein. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays qui n'a pas la sécurité énergétique, vous allez, je ne sais pas, à Haïti, à Madagascar ou je ne sais où, ces gens n'ont pas de sécurité énergétique, donc ils ne peuvent pas développer des entreprises parce qu'un approvisionnement en énergie stable, prévisible, est absolument nécessaire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de sécurité environnementale. Et c'est pour ça que quand vous allez dans ces pays, les systèmes, que ce soit simplement le ramassage des ordures, ne fonctionne pas parce qu'on ne sait pas où aller avec. Donc c'est dans ce sens-là que ça part. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de remettre en question notre sécurité énergétique. Et c'est fondamental parce que ça va impacter nos sociétés de façon très profonde. La première chose qu'on dit, c'est qu'on va remplacer les énergies fossiles, donc le charbon et le pétrole principalement, le gaz naturel qui est moins polluant, et on va le remplacer par le solaire et l'éolien principalement, parce que la géothermie n'a que peu d'impact. Mais je ne vous ai pas fait le graphique depuis 200 ans. Mais fondamentalement, il y a une chose qu'on a oublié de vraiment nous répéter quand on était à l'école. La première révolution industrielle, vous avez appris que c'était dû à quoi? Pardon? Vapeur, j'ai entendu? Non? Charbon. La première révolution industrielle a été la découverte du charbon. Avant, qu'est-ce qu'on avait avant? Le bois, mais vous avez eu un État européen qui a failli devenir un empire, un petit peu il est devenu, grâce au vent. Vous savez qui c'était? Merci, les Hollandais. Les Hollandais ont réussi à inventer un procédé qui améliorait en fait l'efficacité des moulins, ce qui leur a donné un avantage économique à un certain moment, parce qu'ils avaient plus de densité énergétique. Quand vous avez plus d'énergie à un point, vous pouvez plus faire de travail avec, et c'est ce qui permet un avantage. Le charbon a permis l'essor de l'Angleterre parce qu'ils avaient ce charbon, et ce qui a permis d'utiliser cette énergie et de la transformer en mouvement, en travail. La machine à vapeur a permis de remplacer des gens qui étaient derrière un cheval et de les mettre derrière des métiers à tisser. Donc c'est le charbon qui a fait la première, c'est le pétrole qui a fait la deuxième, et c'est le nucléaire qui a fait la troisième. Vous avez une augmentation de la densité d'énergie. Chaque fois qu'on a découvert une nouvelle source d'énergie, on n'a pas remplacé les autres, on a rajouté. Et aujourd'hui, on nous dit, ah mais nous c'est différent, nous on va remplacer tout ça par ce qu'il y a là en haut. Et ça on va le faire, on est 2024 aujourd'hui, donc dans 25 ans, donc ça nous fait revenir ici, tout ça, nous on va faire ouf. Alors, vous pouvez y croire. Pardon? Oui. Si maintenant on regarde qui consomme ces énergies, ben vous voyez que l'Europe et les États-Unis sont relativement stables depuis 20 ans. L'ancienne Union soviétique, de même, vous avez le Moyen-Orient qui augmente, mais c'est l'Asie. L'Asie a commencé à exploser par ici, et ça continue. Hein. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant dans ce graphique. Vous voyez, il y a un petit trou ici. C'est quoi le petit trou? C'est le Covid. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce que les gens se disent « Ouh, on est écolo, on va arrêter de consommer » qu'il y a eu un trou, ou c'est parce qu'on les a empêchés? Ça donne peut-être des indications sur la suite quand même. Hein. Ça, c'est le mix énergétique. Pour faire simple, les Indiens, 1,4 milliard d'habitants. La Chine, 1,4 milliard d'habitants. Et puis nous, on regarde toujours ça depuis les États-Unis et l'Europe, hein, parce que 300 millions d'habitants, 500 millions d'habitants, donc ensemble, ça fait 800 millions. Hein. C'est même pas, ça fait à peu près la moitié d'un des deux ici. Ces gens-là, ils utilisent, bon, ok, ce n'est pas les chiffres les plus récents, mais 83% d'énergie carbonée. Donc quand nous, on dit, oh, on va sortir, on va arrêter tout ça, le monde entier va arrêter, ouais.
on voit que c'est de loin la pente la plus importante. Et ça continue. N'empêche que c'est parce qu'ils ont un essor économique massif qu'ils peuvent investir. Ceux-là, je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles économiques, et par exemple l'Inde se développe massivement sur le charbon. Je vous en parlais un petit peu avant, mais on dit tout le temps « Ah, mais c'est des énergies renouvelables ». Alors ça, c'est la densité énergétique, c'est-à-dire combien de surface, pardon, il vous faut pour produire 1 watt. Ben, vous voyez que le gaz naturel, vous créez une usine, c'est très compact, et vous produisez énormément d'énergie. Si vous voulez faire la même chose avec du maïs, ben, il faut de la surface, quoi. Donc oui, on peut le faire, mais ça a un impact, quoi. De vouloir remplacer ça par ça, ben, vous allez utiliser des milliers, voire des millions d'hectares pour faire du maïs. Si vous le faites avec de l'hydro, bah aussi ça prend de la surface, parce que c'est l'eau qui s'accumule sur la Terre. Le vent, c'est un peu mieux, la géothermie, le solaire. Mais il ne faut pas se leurrer. Quand on dit que c'est renouvelable, bah, en termes de surface, ce n'est pas renouvelable du tout. Et on ne le dit jamais. Les matériaux qui sont utilisés pour ces différentes énergies, bah oui, ok, c'est renouvelable, parce que c'est vrai que le soleil, il brille tout le temps, normalement. Mais pour aller capter, du coup, cette énergie, bah, il faut des multiples en termes de matière. C'est logique, vu qu'il n'y a pas de densité. Et ça aussi, on ne dit pas, c'est pas du tout écolo. Alors, ça ne veut pas dire que tout est mauvais là-dedans. Hein. Il y a des avantages dans le solaire, il y en a dans l'hydro, il y en a dans l'éolien. Chacune de ces énergies a des avantages et des inconvénients. L'honnêteté intellectuelle voudrait dire, exige qu'on en parle complètement. J'ai essayé de faire un petit rappel simplement pour vous dire quels sont les impacts de toutes ces énergies. Ben, elles ont toutes des impacts. Il n'y a pas d'énergie renouvelable, c'est pas vrai. Je veux dire, quand vous faites une éolienne, elle peut certes être moins polluante parce qu'elle n'utilise pas d'hydrocarbures. N'empêche que si vous allez voir, bah, vous avez quand même besoin de construire des chemins, de créer des socles en béton, de créer toute une industrie derrière. Et une éolienne, par exemple, c'est 20 ans de durée de vie. Hein. Après, vous la démontez et vous espérez que vous la recyclez. Si vous prenez les revues des entreprises qui fabriquent les éoliennes, ils disent c'est génial, c'est recyclable à 85 à 90%. Déjà, ça fait 10% qui finit quand même au fond d'un tonneau et qu'on va mettre de la terre par-dessus. Mais surtout, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est possible qu'on le fait. Vous pouvez aller chercher sur Internet, vous verrez des cimetières aujourd'hui déjà à éoliennes absolument massifs, parce qu'évidemment que ça ne vaut pas la peine de le faire. Donc tout ça pour dire que toutes les formes d'énergie, toutes les sources d'énergie ont des impacts. Les points clés. 6 milliards de personnes, aujourd'hui, ne profitent pas de notre standard de vie. Si vous allez dans un pays où, par exemple, l'électricité s'arrête pendant 6 heures par jour, je vous assure que votre poisson ou votre steak dans le congélateur, il n'est pas content. Hein. Mais alors, ça va encore. Mais quand c'est les médicaments, par exemple, c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé dans un pays où l'université s'arrêtait, 30 000 étudiants. Quand il n'y avait plus d'électricité, vous avez 30 000 étudiants qui rentrent à la maison. Hein. Et c'est ça la réalité. C'est que ça a un impact. Le fait d'avoir une sécurité énergétique transforme fondamentalement une société. Et quand je parle d'optionnalité énergétique, c'est le fait qu'il y a un mix. Et c'est important d'avoir un mix. Parce que chacune a ses qualités. Le gaz, par exemple, vous pouvez tourner le bouton quand vous en avez besoin. Ça s'allume, ça produit de l'énergie. L'éolien, vous ne pouvez pas faire ça. Le solaire, vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, on nous prévient tout le temps qu'il va y avoir des grandes catastrophes. Moi, je prétends qu'on a intérêt à avoir des sources d'énergie qui ne sont pas dépendantes du renouvelable, parce que parfois, c'est extrêmement important de pouvoir allumer le bouton et que ça tourne. Fukushima a explosé parce qu'il n'y avait pas d'énergie. Hein. Alors, ça, je trouve vraiment intéressant. Je l'ai rajouté à la dernière minute. Peut-être que vous l'avez vu, à la COP28, les États-Unis, la France, le Japon, les Émirats arabes unis ont demandé le triplement des centrales nucléaires d'ici 2050. Alors déjà, je ne sais pas où vous en étiez resté, mais
En Suisse, par exemple, on a décidé d'arrêter les centrales nucléaires. En Allemagne, ils les ont déjà arrêtées. Alors, juste en Allemagne, ils les ont remplacées par des centrales à charbon. Okay. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on arrive avec, c'est pas, on va reprendre le nucléaire tranquille, hein. Non, non, on va tripler. Quand vous savez qu'il faut 12 à 15 ans, et en Angleterre, ils en construisent une, ça s'appelle Hinkley Point, et puis une autre en Finlande, ça fait plus de 15 ans qu'ils ont, et puis ils ne sont toujours pas mis en œuvre, hein. Donc si aujourd'hui, on décide de relancer le nucléaire, en 2024, on aura, au rythme où on va, en 2039. Et on veut tripler. Donc ça veut dire qu'en gros, maintenant, tout d'un coup, il faudrait qu'on lance des projets pour en construire 100 d'un coup. Oui, non, 300. C'est un délire. Selon moi, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont aucune maîtrise du système énergétique. Et ils commencent à s'en rendre compte. Parce que vous pouvez regarder sur Internet, j'ai épluché par exemple en France, ils parlent de il faut qu'on arrive à un certain pourcentage d'énergie éolienne en 2050. Ouais, mais si vous regardez, ça veut dire qu'il faut ajouter 30 000 éoliennes. Mais les grosses, hein, en France. 30 000 éoliennes, vous ne pouvez pas les mettre n'importe où. Vous allez les mettre là où il y a du vent, là où il y a déjà beaucoup d'éoliennes aujourd'hui. Ils ne savent pas où les mettre, très clairement. En Suisse, l'Office fédéral de l'énergie dit qu'il faut qu'on passe à 7% d'éoliennes, 7% d'énergie issue de l'éolien. Vous savez combien on est aujourd'hui? 0,2%. Donc, je sais pas, je vous laisse imaginer fois 35 le nombre d'éoliennes en Suisse. Et puis, le coût, ça c'est intéressant. Vous voyez, à droite, je me suis dit, bon, les grands chiffres, c'est compliqué hein, à se représenter. Alors, j'ai trouvé cette petite illustration. Donc, vous avez d'abord le billet de 100 $, après vous avez 10 000 $, vous avez 1 million. Ici, on est à 100 millions, 1 milliard. 1 milliard, c'est donc 10 palettes. C'est pas mal. Là, vous êtes à 1000 milliards. C'est un terrain de foot de palettes. Alors, j'ai trouvé différentes estimations. J'en ai trouvé 4. On va faire un petit quiz. Vous pensez qu'on estime à combien d'investissements nécessaires pour faire cette transition énergétique vers ce qu'ils appellent le net zéro en 2050? Allez, donnez-moi un gros chiffre. Qui c'est qui va se lancer? 600 milliards. Qui dit mieux? Alors, 1 trillion, c'est 1000 milliards. Ouais, bah vous êtes des petits joueurs. Vous êtes vraiment des petits joueurs. C'est 100 000 à 300 000 milliards. Ça fait pas mal. Donc, quand on dit que ça, c'est donc 1000 milliards, ça fait 300 terrains de foot. Oh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moi pas, mais je trouve que ça fait beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'il faut investir d'ici 2050. Ça fait un peu d'argent. Et ça tombe bien, hein, vous avez vu qu'on croule sous l'argent en ce moment. Hein. Il y en a partout pour plein de projets très intéressants. Par exemple, selon l'ONU, il faudrait 267 milliards pour nourrir l'ensemble de l'humanité d'ici 2030. Mais ça, on n'a pas. Ça, on n'a pas. Mais par contre, les 300... Remplacement du moteur à explosion. Alors, franchement, les voitures électriques, c'est super à conduire. Hein. Moi, j'adore aussi pour le bruit, ça accélère à fond, c'est super. Mais si on compare juste, parce que vous êtes d'accord, une voiture électrique ou une voiture à explosion, les portes, c'est la même chose, les roues, c'est à peu près les mêmes. Le châssis, on peut encore dire que c'est à peu près le même, ça ne se ressemble pas. Et ce qui change, en fait, c'est le moteur plus la batterie. D'accord? Donc, pour faire une de ces voitures électriques, en termes de ce qui change, bah, il faut 7 fois plus de minéraux. Ah oui, c'est logique, c'est une batterie de 3, 4, 500 kg, suivant. Et puis le moteur électrique. Alors celui-là, il est plus petit. Mais au final, quand on dit tout le temps que c'est écologique, moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment des lois de physique simple, c'est que quand on déplace un corps, bah, plus le corps est léger, moins il y a besoin d'énergie pour le déplacer. Donc, si on veut faire d'écologie, on fait des voitures légères. Mais, bizarrement, là, c'est exactement le contraire. Et je reviendrai juste à la fin sur un petit exemple qui me tient vraiment à cœur. Et donc, non seulement c'est plus lourd, donc il faut... Alors, c'est une autre forme d'énergie, on est d'accord, mais il faut 7 fois plus de minéraux.
Et pour la production d'électricité, parce qu'on vous dit évidemment, attention, évidemment que ces voitures électriques, elles sont alimentées par un panneau solaire. Bah, ça dépend où vous êtes, hein, parce que si vous habitez dans un pays où il y a que du charbon, vous avez une voiture au charbon, c'est tout. Vous n'avez pas une voiture électrique, vous avez une voiture au charbon. La fumée, c'est juste que le pot d'échappement, il n'est pas chez vous, c'est tout. Mais pour générer l'électricité, il faut aussi un multiple. Il faut encore une fois 6 à 700% de minéraux en plus pour produire cette énergie propre, pour avoir un véhicule propre. Donc pour avoir un véhicule propre alimenté par de l'énergie propre, il faut 14. 600% pour le véhicule, 600%, allez, 6 fois plus de minéraux qu'il faudra bien sortir du sol. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces minéraux très particuliers dans toutes ces technologies vertes, bah, ils sont traités en Chine et pas chez nous. Donc ça ne créera que très peu de postes de travail. D'ailleurs, on maîtrise la plupart des brevets sont en Chine. La maîtrise, les usines sont en Chine. On va voir pourquoi elles sont en Chine. Quand on voit l'explosion des émissions de CO2 qui correspondent à ce qu'on a vu, le graphique qu'on a vu auparavant qui était consommation, là c'est l'émission des CO2. C'est juste la différence ici, c'est qu'ils bah, émettent plus de CO2 parce qu'évidemment ils utilisent plus de charbon, c'est ce qu'on a vu auparavant. Mais il y a autre chose qu'on n'aime pas trop aborder. C'est ça. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est important. Consommation contre production en pourcent d'émissions. Donc plus vous êtes une barre qui monte ici, plus vous êtes en fait un pays consommateur. Plus vous êtes ici, vous êtes un pays producteur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement, ma flèche n'est pas terrible. En fait, l'Occident achète ses produits en Asie. On a exporté la production qui était chez nous, on l'a fait faire avec du charbon et ses énergies en Asie. Et c'est pour ça que la Chine produit énormément de gaz à effet de serre, mais ils le font en grande partie pour les produits que nous allons consommer. Donc on s'achète à travers ça non seulement des produits nettement moins chers qu'on ne saurait pas du tout fabriquer à ces coûts-là, mais on s'achète une virginité écologique. Alors, pour revenir sur ces voitures légères, 3 tonnes d'écologie. Donc ça, c'est le dernier modèle Tesla qui vient de sortir. 3 tonnes à vide. Mais c'est le constructeur qui est cité systématiquement comme exemple parce qu'il a réussi réellement, et ça marche, ça c'est sûr, à transformer un concept. Bah, disons que pour transporter monsieur ou madame, la Smart le fait de même. Hein. Mais ça, c'est le modèle écologique que vous avez derrière. Tout à fait au bout du jour. Et puis maintenant, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'agriculture. Parce qu'alors là, il y en a aussi. Alors, ça, j'ai trouvé ça sur le site web de l'Office fédéral de l'agriculture, juste pour vous dire qu'une bonne partie des paiements directs, donc des subventions touchées par l'agriculteur aujourd'hui, c'est des contributions à la biodiversité, soit par la qualité, soit par la mise en réseau. Vous avez compris? Bon. Franchement, vous n'êtes pas très attentifs. Hein. Donc en gros, aujourd'hui, l'agriculteur est payé pour créer de la biodiversité. Vous, l'agriculteur, vous avez des terrains et des machines, vous n'allez plus produire de la nourriture, vous allez produire de la biodiversité. Vous comprenez pas? Bon. En gros, il y a des champs où vous ne faites rien. Comme ça, la biodiversité, elle a de l'espace pour faire ce qu'elle a à faire. Vous faites une jachère pour que les papillons puissent se multiplier et les fraises... Non, pas les fraises. Et tout le reste. C'est pour ça qu'ici, c'est marqué une jachère florale, une jachère tournante, une bande culturale, un ourlet, une prairie, et je vous laisse... Bon, bref. Donc ça, c'est la politique agricole, c'est la transformation de ces 10 dernières années qui vient de l'écologie. Mais en l'occurrence, une jachère, c'est vrai que ça donne des espaces à des espèces qui en ont plus. C'est tout à fait OK. Ce qu'on oublie évidemment toujours de dire, c'est que en parallèle, bah, d'une part, la population augmente, par exemple en Suisse, et que si les champs, on n'en a pas plus qu'avant hein, en Suisse, on en a de moins en moins parce qu'on ne fait que de bétonner des surfaces.
Donc on a moins en moins de champs, et à ça on rajoute maintenant beaucoup de surfaces qui font de la biodiversité et qui ne produisent pas. Ça fait qu'on produit moins d'aliments en Suisse. C'est assez simple. Et donc vous avez cet article, parce que ce n'est pas que moi qui le dis, hein, mais c'est un article qui m'a été transmis aimablement dans le public, et qui dit, donc un spécialiste qui analyse la politique agricole du gouvernement Macron, qui dit, d'un côté, on contraint nos agriculteurs à produire moins, parce que c'est écologique, et de l'autre, on importe plus de denrées alimentaires produites dans des conditions qu'on interdit sur notre sol. C'est totalement ça. Donc on se marche sur la tête. On dit on fait de l'écologie, mais c'est pour importer là où on ne maîtrise évidemment rien. Alors, maintenant on va revenir aux vaches, et puis j'ai trouvé un bon sujet qui illustre la problématique. Et c'est celui-là. On fait 2 récoltes, une de 2 heures le matin et une de 2 heures le soir. En gros, une vache remplit 2 ballons par jour. Tous les jours, il y a un camion qui vient du centre de collecte pour chercher ce gaz et il l'amène à l'usine pour le retraiter. Le rendement est très bon. L'année passée, nous avons pu chauffer le service des contraventions tout l'hiver. Et c'est bien, parce que vous voyez que non seulement on est innovant en Suisse, parce qu'on trouve des nouvelles technologies, on sait alimenter le service des contraventions en gaz naturel. Alors là, moi, ça me fait toujours bizarre quand je vois ça. Vous êtes d'accord que la vache, normalement, elle broute de l'herbe. D'accord ? L'herbe, c'est des hydrates de carbone, vous êtes d'accord ? Carbone aussi. Et puis, le carbone qu'il y a dans l'herbe, il vient d'où? Il vient de l'air. Ok, donc ça, et puis le CO2 qui est là, du coup, il vient de... Ah, mais il prend dans l'atmosphère. C'est pas un truc bizarre, vous? Donc, quand elle rote, maintenant on sait que c'est plutôt les rots, hein. Elle émet du méthane, CH4. Et il y a cette oxydation hydroxyle qui prend 10 voire 12 ans, qui décompose le méthane en CO2 et en vapeur d'eau. Donc, ce carbone devient du CO2, qui devient de l'air, qui rentre dans l'estomac, qui remonte. Vous voyez que ça fait le tour. Donc, il n'y a pas d'émissions supplémentaires. Et honnêtement, vous avez vraiment cru que c'était les vaches le problème? Vraiment? Mais on a de la chance. Parce qu'il est fameux, hein? Alors, vu qu'on est quand même dans une société occidentale particulièrement intelligente, on a inventé le masque pour vache. Qu'est-ce que ça permet? Alors déjà, hein, j'ai lu l'article jusqu'au bout. Donc il y a un capteur qui remarque quand elle rote. Comme ça, après, on peut aspirer le méthane. Et qu'est-ce qu'on fait avec le méthane? Est-ce que quelqu'un peut trouver la solution? D'ailleurs, il a reçu le prestigieux prix Prince Charles, hein, quand même. Le masque transforme le méthane en CO2. Mais il va où, ce CO2? Oh ben, il va dans l'air. Ah ouais, ok. En gros, donc, c'est des masques qui font ce que fait l'atmosphère. Ah ouais, d'accord. C'est bon, ça. Moi, je suis arboriculteur, vous avez un arbre ici. Il vit de quoi? Parce que bon, nous, on boit du punch, là, on mange des trucs. Lui, il vit de quoi? Pardon? L'air, l'eau. Tout ce qui vient aussi par la terre. Et bon, donc maintenant, je prends le résumé actuel. Hein. Donc fondamentalement, ils nous disent, le problème, c'est les hydrocarbures. À partir du gaz naturel, on produit les engrais vous êtes d'accord que ça produit une grande partie des engrais azotés
qui sont utilisés dans l'agriculture conventionnelle. Si on est en bio, on va utiliser les excréments, principalement de bovins, parce que c'est ce qu'on a le plus, hein, ce qui produit le plus. Quoi. Donc si vous voulez, cette partie-là, c'est pas bon, il faut arrêter. Ce qui est issu, donc le NPK issu du gaz naturel, il ne faut pas prendre non plus. Puis l'air, c'est pas bon non plus. Vous voyez un peu le résultat? En gros, si vous voulez qu'on ait plus de plantes, ça me semble pas mal comme solution. Vous coupez à peu près toute l'alimentation de ce qui fait la base de la chaîne alimentaire. Ça me semble un bon plan. Et puis, vu qu'on y est, la solution idéale, hein, les fermes verticales. Vous connaissez les fermes verticales? Il se trouve qu'au domaine de la pêcherie, j'ai eu le droit à une visite il y a quelques mois de gars qui sont venus moi et me disent est-ce qu'on pourrait vous louer un de vos frigos, donc c'est une immense cellule frigorifique où je me dis oui, est-ce qu'on pourrait vous louer pour produire des fraises? Ouais, parce que un des grands distributeurs suisses aimerait bien de la fraise écologique. Ah ouais? Ouais, on prend votre frigo, donc le frigo il est fermé, il n'a pas de fenêtre. Hein. Alors, on met là-dedans des racks verticaux, on met des pompes, on met une climate, on met de l'éclairage, et puis comme ça on peut faire de la fraise bio et non traitée. Bah oui, parce que si vous contrôlez le climat, vous avez normalement pas trop de problèmes de moisissures, de champignons, tout ça. Vu que c'est fermé, il n'y a pas d'insectes. Vu que c'est fermé, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a encore? Les limaces. Il y a pour les chevreuils. Puis les voleurs, en plus, il n'y a qu'à fermer le frigo. Bon, c'est super, non? Est-ce que vous voyez un petit problème là-dedans, au niveau écologique? Merci, l'énergie, c'est très simple. Donc vous remplacez un système naturel qui vous amène de l'éclairage, de l'eau, une diversité, des organismes vivants qui amènent des nutriments, qui vivent, qui eux aussi profitent de la vie en même temps. Oui, ils travaillent, ils veulent leur vie. Quoi. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un rapport de la Fédération internationale des fermes verticales qui a trouvé que, en termes de production énergétique, donc pour produire une laitue dans une ferme verticale, il faut 7 fois plus d'énergie que dans une serre. Ça, c'est greenhouse, ça, c'est vertical farming. Donc, pas en pleine terre. Hein. Une serre, c'est déjà chauffé, vous avez déjà tout le truc, 7 fois plus. Mais ça, c'est le futur écologique. Hein. Vous savez quelle est la solution? C'est compliqué. Vu qu'il faut plus d'énergie, vous n'avez qu'à mettre un champ avec des panneaux solaires à côté de la ferme. Franchement, c'est trop compliqué. Et allez, on finit là-dessus. La viande artificielle. On tue plus de bêtes. Enfin, on sait que c'est propre. Il n'y a plus le sang dans la barquette. Il n'y a que des avantages. Alors bon, en plus c'est TF1 qui le dit, c'est 25 fois plus polluant. Alors je ne sais pas comment ils l'ont, parce que dans l'article c'est pas marqué, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment vous créez une usine où en fait vous créez un bioréacteur, un truc un peu artificiel qu'il va falloir entretenir, maintenir et tout ça. Mais encore plus intéressant, c'est est-ce que vous pensez que l'être humain s'est créé l'équilibre qui va maintenir tout ça? Il va falloir mettre des antibiotiques là-dedans, parce que si vous avez la mauvaise culture qui se développe, il faut la freiner. Ou par exemple, vous allez le pousser avec des hormones pour que ça produise plus vite. Ça va être tip top. Moi, je me réjouis. Très écolo. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. Moi, je me souviens, depuis que je suis gamin, j'avais toujours adoré cette blague. C'est Gaston, il a un taco qui pollue. Alors, un jour, il a eu l'idée, c'est la même chose qu'avec la vache, il met un ballon baudruche, puis il récupère en fait les gaz d'échappement. Quand son copain il arrive, bon, et quand il est gonflé, le ballon, qu'en faites-vous? Tiens, on l'enlève et il le vide. Ouais, mais c'est à peu près ce qu'on prétend aussi. Hein. Donc, on a la captation et le stockage de CO2. Alors, vous vous souvenez du nucléaire, le problème, qu'on ne sait pas où mettre les déchets nucléaires. Alors, on avait dit, on les met dans des mines de sel. Pas de bol parce que la corrosion, ça a entamé les fils. Bon, vous ne pouvez pas savoir.
Mais on n'a qu'à stocker le gaz, donc le CO2, par exemple, dans une nappe phréatique. De toute façon, bah ouais, on ne le voit pas en tout cas là en bas. De toute façon, il ne va jamais ressortir non plus, parce qu'une poche sous terre, c'est étanche. Pas de problème. Dans les absurdités, on a aussi ce magnifique arbre artificiel pour stocker le CO2. Ouais, les arbres le font très bien sans eux, hein, si jamais. Mais bon. Et donc, ça c'est un document qui vient de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit les émissions annuelles équivalentes. Donc ça c'est ce qu'on va émettre, ce qu'on émet en 2020, donc c'est 40 gigatonnes. Et eux, ils disent donc qu'en 2030, si tout va bien, tel qu'ils ont prévu, c'est évidemment toujours très optimiste, ils arriveront à capter 300 mégatonnes. Donc autant vous dire que si ça se passait selon leurs projections optimistes, on capterait 1% du CO2 en 2030 en investissant 200 milliards. Pour finir, la dernière belle mesure, et puis après on aura fini du narratif, le crédit carbone. Bah oui, en fin de compte, pourquoi on ne dirait pas simplement que celui qui en émet, il paye un prix pour qu'un autre en émette moins? Ça semble un bon plan. Je ne sais pas si vous avez vu, en Suisse allemande, il y a une entreprise qui vient de faire faillite avec pas mal de plaintes. L'entreprise plantait des arbres au Brésil. Ce qui est dommage, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne les ont pas plantés. Mais ils ont prétendu. Donc, des entreprises en Suisse qui émettent du CO2 ont acheté le crédit de ceux qui ont investi au Brésil. Ouais. Et puis, ça n'a pas marché. Bon. Surprenant. Mais ouais. Donc, là aussi, si on prend l'expert en climatologie du WWF, il dit que l'échange de droits d'émission carbone n'a rien à voir avec la compensation. Il s'agit plutôt d'un outil permettant d'affecter de l'argent à de bonnes choses. Oui, ça me semble un bon plan. Moi. Je ne sais pas qui c'est qui définit ce qu'elle est la bonne chose, mais c'est lui. Et puis là, une étude qui a analysé 300 projets d'offset carbone, donc ceux qui prétendent diminuer en fait leurs émissions de carbone. Cette étude conclut qu'on ne peut pas compenser ces émissions, déclaré celle qui a écrit le résumé. Nous avons besoin d'autres moyens de soutenir l'atténuation du changement climatique, car le marché actuel des compensations ne fonctionne pas du tout. Bon. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les mesures, pour moi, ça me semble quand même assez du foutage de gueule, pour être mal poli, mais honnêtement, la substitution des énergies est absolument pas réalisable, et si on devait tenter de le faire, ça va créer un chaos économique, et c'est déjà le cas. Vous avez qu'à regarder en Allemagne ce que ça donne quand on change un système économique énergétique au forceps. Le moteur à explosion, on l'a vu, c'est quelque chose qui permet de créer de nouvelles industries, certes, mais ça ne change rien en termes de pollution, et ça augmente la consommation des ressources. Le changement de production agricole, c'est principalement du déplacement et de s'acheter une bonne conscience, selon moi. La captation du CO2, ça a peu d'impact, c'est coûteux, c'est énergivore. Et au final, la taxation carbone est inefficace. C'est principalement un outil très utile pour la finance mondiale pour pouvoir trouver de nouveaux filons. Et ça permet, bien sûr, un contrôle. Bon. Vous n'êtes pas trop déprimé? Il se trouve que vous êtes d'accord que ce narratif, on voit qu'il y en a quand même beaucoup qui adhèrent. Quelque chose, beaucoup le défendent bec et ongle. Alors, moi, je me suis dit, mais pourquoi? Et j'ai trouvé ces 5, peut-être vous en trouverez d'autres. Je pense que le premier, c'est malheureux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui défendent le narratif parce qu'ils ont une authentique préoccupation environnementale, parce que des problèmes environnementaux, on en a, c'est pas ce qui manque, énormément. Et effectivement, ces gens sentent bien qu'il y a quelque chose à faire, et ils ont raison. Le problème, c'est qu'ils adhèrent à un narratif qui, selon moi,
ne va pas du tout là où ils le souhaiteraient. Donc ils se font duper par quelque chose parce qu'ils n'ont pas. Tant qu'ils sont dans un authentique souci, bah c'est sûr qu'ils y aillent. Au moins, ils investissent leur énergie dans quelque chose qui pour eux est porteur de sens et qui, je l'espère en tout cas, apporte quelque chose aux vivants. Peut-être un peu de protection supplémentaire. Ils utilisent peut-être le narratif, mais au moins ils font du mieux qu'ils peuvent. Le deuxième point, c'est qu'on peut se dire que oui, et c'est une réalité, que les ressources sont limitées sur ce monde et que plus on va commencer à approcher ces limites, plus il faut trouver des mécanismes d'arbitrage. Qui consomme combien? Pour faire quoi? Et donc, il faut des politiques qui permettent de choisir de façon efficace, intelligente, ou peut-être aussi idéologique, qui va avoir droit à quoi. Ça se défend, selon moi. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui le font pour un enrichissement personnel ou des entreprises qui trouvent un filon. C'est une évidence. On le voit, les exemples au quotidien de nouvelles entreprises qui décollent en très peu de temps parce qu'il y a un marché absolument gigantesque. Ensuite, je pense qu'il y a des gens qui adhèrent à ce narratif parce que ça leur donne du pouvoir. Le pouvoir de décider comment fonctionne une société, qui peut faire quoi, quand. Quand quelqu'un dit c'est 4 vols par vie, il a effectivement un pouvoir sur vous. Qui va décider de combien de vols et pour quelle personne? Est-ce que quand vous êtes un homme politique, c'est illimité? Est-ce que vous en avez droit à 8? Comment est-ce qu'on répartit ça? Et pour moi, ça, c'est clairement un outil de contrôle. Et le cinquième point, qui pour moi me semble absolument fondamental, mais qui est évidemment plus subtil. Mais pour moi, il y a quelque chose de fondamental, et en particulier dans le domaine agricole, ça me touche beaucoup, c'est il y a une forme de frein à la vie. Tout le temps quelque chose qui restreint, qui coince et qui diminue aussi dans les mesures qu'elle prend. La vie, mais aussi l'homme, très concrètement. Ce n'est pas seulement du pouvoir et du contrôle, mais c'est de la soumission. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ou comment est-ce qu'on peut analyser les différentes mesures? Ben, sous cet angle-là, tout d'un coup, on voit qu'il y a des mesures qui ont peut-être encore un authentique rapport avec un équilibre naturel. C'est possible parce qu'on mélange tout. Et il y a d'autres mesures qui peuvent être des purs outils de contrôle. La carte de crédit qui existe, hein, Mastercard et Visa travaillent aujourd'hui à des cartes de crédit qui vous suivent dans chacune de vos consommations. Quelle émission de CO2 est liée à chacun de vos achats? Ces technologies ont été déjà développées, elles sont là, elles seront mises en œuvre ou pas, mais c'est des outils de contrôle clairs, simples. Moi, je l'appelle ça le fondamentalisme carboné. Parce que, comme vous l'avez observé, on ne peut plus discuter. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un qui a des convictions religieuses très fortes, vous pouvez discuter tout ce que vous voulez, il n'y a pas de discussion en fait, c'est comme ça. Et là, c'est la même chose, vous avez les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. On détourne un fait, parce que, pour moi c'est sûr, il y a réchauffement, c'est une réalité, ok. On détourne ce fait, et un réel problème de relation au vivant, donc un réel problème de pollution, de non-respect de la diversité du vivant, d'anéantissement, de mort. Il y a des océans complets où il n'y a pratiquement plus de vie. Donc, on a ce problème. Donc, on utilise ces deux faits et on les détourne. On utilise cette énergie qui est pure dans l'être humain, puis on le détourne gentiment, tranquillement, mais de façon constante, à travers le narratif, tout le temps, tout le temps. On va rentrer dedans. Comment, en fait, on arrive à détourner? Un des mécanismes très profonds, c'est celui du péché de vivre. Tous les jours, maintenant, on vous dit « Ah ouais, t'as pris l'avion, toi. Tu roules au diesel, t'as pas une voiture électrique, peu importe, t'es allé voyager je ne sais où, tu t'es fait plaisir. Hein. » Et fondamentalement, c'est devenu quelque chose où ça c'est insinué gentiment, maintenant il faut encore justifier, parfois c'est injustifiable même.
c'est le péché de vivre. Parce qu'on vit, on consomme, on émet du CO2, donc il y a une faute. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est en fait de suivre ces préceptes aujourd'hui. Il va falloir se soumettre à un système qui nous dit combien on a le droit de manger de viande, de boire une bière, vous aimez le vin? Et si vous avez le malheur de vous opposer à ça, on va dire, mais tu es responsable de la fin de l'humanité. Juste ça, hein. Un steak, qui est à la manœuvre? Pourquoi il y a ce narratif? Il vient d'où? Si on va chercher, ça c'est un graphe qui représente en fait les alliances quand il y a des négociations au niveau de l'ONU sur toutes les politiques climatiques. Alors je ne vais pas vous faire tout le... Mais il y a le groupe des 77, il y a le groupe des pays africains, il y a l'OPEC, là en haut à droite vous avez les États-Unis, le Umbrella Group. Donc ça, c'est par exemple, c'est ceux qui ont des ressources et qui ont une économie développée. Alors ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que ceux, par exemple, les Européens qui sont là en haut, les U28. Alors eux, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de ressources énergétiques, donc, et puis ils sont fortement consommateurs. Donc eux, ils ont d'autres intérêts. Chacun se bat pour son truc. Donc ce que j'essaie de montrer simplement par là, ce n'est pas un pays qui est à la manœuvre. On pourrait se dire, qui c'est qui a le plus de moyens aujourd'hui au monde? Alors, à gauche, vous avez les 10 plus grandes capitalisations boursières en 2022. Donc, vous reconnaissez les grands noms de la technologie américaine et qui vraiment ont explosé ces 20 dernières années. Je ne vous apprends rien, mais c'est sûr qu'il y a un savoir-faire, une maîtrise technologique, une maîtrise des réseaux, une maîtrise de l'information et des capitaux absolument gigantesques. On peut se dire, c'est eux. Peut-être. Et après, on peut se dire, bon, ok, ils ne font pas non plus ce qu'ils veulent, ceux-là. Donc, c'est qui leur patron? Moi, je ne sais pas qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des entreprises qui sont celles qui ont encore plus de moyens. C'est les grands qui possèdent, en fait, ces groupes. Et là, vous avez Vanguard, BlackRock, State Street. Là aussi, c'est un graphique. Est-ce que ça représente la réalité du moment? Je n'en suis pas sûr. Mais ce que je tente de représenter par là, c'est qu'il y a une concentration massive, comme elle n'a jamais existé à ce point-là dans l'histoire du monde. Vous pouvez regarder à droite, le graphique n'est pas excellent, mais c'est donc BlackRock, et ça c'est de 2022, 8,6 trillions. C'est pas mal, hein? Ils sont, s'il vous plaît, combien? 12 aujourd'hui. Donc vous voyez que ce n'est pas ceux qui sont en train de perdre des plumes, hein, c'est plutôt ceux qui en gagnent avec tout ce qu'on est en train de faire. Donc on a des entreprises qui maîtrisent des technologies clés de notre époque, on a des entreprises qui maîtrisent les outils financiers et qui financent l'ensemble du système économique, mais en particulier la Big Tech. Vous avez des organisations internationales, on a parlé de l'ONU, le GIEC, on a vu ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on commence à organiser des grands raouts. Comme ça. La COP28, vous savez combien ils étaient? Ils étaient 70 000. 70 000 personnes qui sont allées à la COP28. Et c'est exponentiel, hein. Il y a de plus en plus de monde parce qu'il y a manifestement quelque chose qui se passe qui est intéressant pour beaucoup de gens engagés dans l'écologie. Et puis, malheureusement, étonnamment, on ne trouve pas une belle représentation de ce réseau. Parce que moi, ça m'intéresserait d'avoir un réseau où on voit les médias, les organisations internationales, les entreprises, comment elles travaillent ensemble, qui financent qui. Vous savez que les organisations internationales ont toujours des noms magnifiques. L'Organisation mondiale de la santé, qui de mondiale n'a absolument rien, vu qu'elle est financée par des privés, principalement. Donc, on a une construction dont moi, je ne prétends pas du tout détenir une analyse claire et précise, mais on voit qu'ils tirent à la même corde. Et ça, c'est absolument évident. Et c'est par là que ça vient. Vous avez
ceux qui organisent les politiques, qui les imposent ensuite aux États. Vous avez les relais médiatiques qui nous bourrent le mot tous les jours. C'est une structure. Je vous ai dit que pour aller un peu plus loin, il faut qu'on comprenne quel est le contexte actuel. On en est où dans ce monde occidental en ce moment? Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer d'éclairer de nouveau par différents angles, qui ne sont évidemment pas exhaustifs, mais qui donnent une bonne impression. Donc, la Heritage Foundation, c'est un think tank américain, qui s'est donné la peine de faire une analyse de l'état de la puissance militaire américaine. Donc, si vous regardez leur appréciation, donc tout à droite, c'est very strong, très fort. Ils ne sont pas très contents. De façon générale, ils trouvent qu'ils sont faibles. C'est leur état selon leur appréciation. Par exemple, je vais voir pourquoi ils estiment que l'Air Force est très mauvaise actuellement. Parce qu'ils ont une problématique technologique, c'est-à-dire qu'ils développent beaucoup d'avions de nouvelle génération, très technologiques, mais qu'ils n'arrivent plus à payer. Le dernier bombardier qu'ils viennent de présenter de loin, il coûte 2 milliards de pièces. C'est problématique parce que si vous pouvez en construire 2, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que c'est ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est que les Occidentaux ont cru à la projection de ce en quoi ils croient. Ils pensaient que leur technologie les rendait tout puissants. C'est pour ça qu'ils ont sous-estimé la Russie, puis qu'aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils voient qu'un outil industriel est nécessaire. Ça ne suffit pas de construire un avion qui fait peur à tout le monde. Ça ne suffit pas. Et ils s'en rendent compte aujourd'hui. Les États-Unis ne peuvent plus, ils ne sont plus dans la situation de domination mondiale par le militaire. Mais ce n'est pas seulement ça le problème. Donc, aussi, les chiffres, ça évolue tellement vite, et puis il y a tellement d'erreurs comptables partout que c'est juste des estimations. Et donc, le déficit, c'est 2000 milliards pour 2023. Ouais, ça fait beaucoup d'argent. Donc, juste comme ça, hein, c'est eux qui trouvent qu'il faudrait mettre 100 000 milliards pour transformer le système. Ouais, ok. Si vous avez plus de dettes chaque année, vous avez une explosion des intérêts. Vous voyez l'explosion? Si vous avez plus d'intérêts à payer, comment vous faites? Alors que vous êtes déjà endetté, et puis que vous êtes déjà en déficit, bah vous empruntez plus. Alors actuellement, ils sont à 35 000 milliards de dettes. Et ce n'est pas, pas le pays le plus endetté, hein. Il y en a qui font mieux. Mais quand même, ça fait pas mal. La devise de réserve, le pétrodollar, le dollar. Donc, en général, un empire, il a plein de caractéristiques, mais une de ses caractéristiques principales, c'est qu'il a la devise de réserve, qui lui donne le privilège exorbitant, tel que le nommait Charles de Gaulle. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose que les autres n'auront jamais. Ils peuvent faire au niveau monétaire à peu près ce qu'ils veulent. Et c'est un privilège qui donne que seul l'empire, le dominant du moment a. Et il se trouve que les signes, alors ce n'est pas la fin du pétrodollar, il ne faut pas exagérer non plus, mais tous ces derniers mois, il y a eu plein de signes qui montrent que les autres pays s'organisent parce qu'ils n'ont plus peur. Avant, ils n'osaient pas parce qu'ils avaient les pays de Damoclès au-dessus de la tête. C'était l'intervention de l'armée américaine. Et ça, c'est tombé. Ce n'est pas encore la fin du pétrodollar, mais ça sent ça part. Dans le cycle de vie d'un empire, on a une phase ascendante, on arrive au sommet, et pour ne pas prendre trop de temps, on va juste s'intéresser au déclin. Donc on est en déclin, donc je suis dans ce domaine pour comprendre le contexte du monde occidental qui est celui qui maîtrise le réseau que je vous montrais auparavant. Les médias dominants, les médias sociaux sont maîtrisés principalement par l'empire dominant, les États-Unis. Ces États-Unis sont, selon moi, en déclin. Si on prend, ça c'est Ray Dalio, qui est un Américain extrêmement connu, qui a beaucoup étudié les cycles dans les empires, il décrit cela comme suit. Le déclin s'annonce par différentes caractéristiques. Par exemple, en 13, on a des dettes importantes. En 14, on a l'impression massive de monnaie. Jusqu'à maintenant, c'est bon. On a
du conflit intérieur. Aux États-Unis, je sais pas, moi, je vous laisse juge, ça pourrait être pire, on est d'accord. En 16, on a la perte de la réserve, de la monnaie de réserve. En 17, weak leadership, donc un leadership faible. Je ne sais pas si vous avez regardé le président actuel, en l'occurrence, le 17, il est bien atteint. Hein, bon, on va dire, c'est pas lui qui est au pouvoir, on est bien d'accord. Mais donc, une fois qu'on est arrivé tout au bout de ce cycle, en général, on arrive soit à une guerre civile, guerre à l'intérieur de la société, parce qu'il y a délitement de l'ensemble de la structure qui maintenait cet empire, ce pays, et une révolution. Mais ce qui se passe aussi, c'est quand un empire s'effondre, il y a la bagarre pour qui va être le suivant. Et le système en place, le pouvoir du moment, va évidemment essayer de sauver sa peau pour être dans le nouveau monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des gens ou des entités ou des organisations qu'on pourrait affecter un pays. On pourrait dire, oh, les Américains, mais pourquoi ils investissent dans d'autres pays qui sont en même temps le reposant géopolitique? En Chine, par exemple. Ah oui, parce que si vous avez le pouvoir et que vous sentez que ça sent le roussi dans un coin, vous avez peut-être meilleur temps de commencer à vous organiser pour la suite aussi. C'est pas linéaire, c'est pas simple. Et puis, il y a des clans différents, mais fondamentalement, là où je veux en venir, on sent bien qu'on s'approche de ce point-là. Et ce point-là, c'est une réorganisation totale de la société. Totale. Donc, on est arrivé au bout. En fait, j'ai déjà résumé tout ça. Il va falloir créer quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est en général, on passe par une phase de chaos. Et pendant la phase de chaos, il y en a qui aimeraient bien contrôler le mieux possible pour en tirer le maximum de bénéfices. Alors, comment est-ce qu'on remodèle une société actuellement? L'état d'urgence permanent. Je ne sais pas si certains connaissent Giorgio Agamben, qui a écrit déjà il y a 15-20 ans, un philosophe italien qui a écrit sur ce sujet, et il dit l'état d'urgence est une. Quoi, ça, c'est la définition Wikipédia. Hein. L'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent. Par exemple, le CO2, au hasard. Hein. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation en avion, c'est moi qui rajoute, ou la liberté de presse. On l'a vu à d'autres occasions. Bizarrement, ces 3 dernières années, ça vous parle. Hein. C'est juste qu'on a eu un autre prétexte. Les prétextes changent, mais l'objectif est le même. Et là, ce n'est pas moi qui l'invente non plus. Des circonstances exceptionnelles, extrêmes, imprévisibles peuvent amener un État, un territoire donné, pour une durée déterminée, à une restriction des lois. L'alerte peut porter sur une crise météorologique, écologique, environnementale, médicale, sanitaire, alimentaire, économique. C'est ce qu'on nous dit tous les jours. Et on est dans un état d'urgence permanent. Pour que? Pour priver de nos libertés fondamentales. Pour pouvoir réorganiser le monde selon des intérêts, mais qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu récemment, mais que je vous le partage comme ça, à froid. Vous êtes d'accord qu'une guerre, par le passé, en tout cas moi à l'école, on m'a toujours dit bah, c'est les Allemands qui attaquent les Français, ou inversement, donc c'est un pays, c'est Napoléon, c'est les Russes. Mais en fin de compte, si on y regarde de plus près, c'est toujours certains pouvoirs qui s'attaquent à d'autres pouvoirs et qui utilisent en principe un peuple, une tribu, une culture, une religion, quelque chose. Il faut un ferment pour alimenter la bagarre. Mais c'est une lutte de pouvoir. Donc ça, c'est la guerre habituellement, une violence collective organisée. Mais c'est aussi les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés. Vous êtes d'accord que ça fait, depuis que je suis adulte, qu'on dit qu'on vit dans un monde globalisé, mondialisation. Donc aujourd'hui, les États ne se tapent plus tellement dessus. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'a pas de guerre? La guerre, est-ce qu'elle ne s'est pas simplement déplacée à l'intérieur des sociétés, où ça devient des guerres de certains groupes, pour le dire comme ça, contre d'autres groupes?
Et pour moi, ça ressemble de plus en plus à ça. C'est une guerre de certains au sein du monde globalisé contre d'autres groupes. Et ça utilise ce qu'on appelle les guerres de cinquième génération. C'est donc des guerres d'information et de perception. Ça fait depuis le début que je vous parle d'un narratif, d'un récit. On utilise les biais cognitifs existants, par exemple notre authentique besoin de protéger le vivant. On se concentre sur l'individu, on est d'accord? Tout ce qu'on a dit avant, ça se concentre sur l'individu. Ce qu'on cible, ce n'est pas un État, c'est chacun d'entre nous. Vous allez arrêter de manger des steaks ou quoi? C'est difficile ou presque impossible à attribuer. Vous avez vu avant, j'ai essayé de dire, mais c'est qui a la manœuvre? C'est pas facile, hein? Pas facile de trouver qui. Ah, on ne peut pas mettre un nom, ce n'est pas une personne, une construction. Et la nature de l'attaque est dissimulée. Ça vous parle? Donc c'est une guerre de cinquième génération contre les peuples, selon moi. Vous avez remarqué que l'outil principal, c'est de travailler sur nos émotions individuelles. Et évidemment que quelque chose que vous connaissez bien, c'est l'utilisation de la peur. Quand ce n'est pas le terrorisme, c'est une guerre. Quand la guerre est partie, c'est une pandémie. Quand la pandémie n'est plus, on reprend une guerre ou on prend le climat. Le plus important, c'est de maintenir un bon niveau de peur. Ça fonctionne bien. Ouais, ça change de couleur. Alors ça, c'est la carte de la conscience humaine de David Hawkins, que je trouve un outil absolument exceptionnel. Je vous le recommande chaudement. Pourquoi? Parce qu'il permet de décrire des émotions qui représentent des vues de la vie, comment on perçoit la vie, qu'est-ce que ça induit en nous, et quel niveau de bonheur. Et après, vous avez ici une posture. Donc, si on regarde maintenant, je vous rappelle qu'on était au début, on parlait de CO2. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la négativité et la passivité pour vous tenir. Il faut maintenir un niveau de peur importante. Ici, on peut même, la peur, elle est là, hein, en sang. Donc, quand on vous fait peur, c'est une chose. Mais moi, je prétends que le CO2 est un excellent moyen pour vous amener plus bas. Culpabilité et honte. Parce que ça amène, alors bon, je ne sais pas si c'est ça leur objectif, mais négativité et passivité. J'espère que vous ne faites plus rien. Si vous voulez transformer une société à votre guise, il faut amener les gens dans ces niveaux-là. Ça fonctionne super bien. Alors on peut se dire, bon Mathias, tu nous racontes des trucs, mais ça, il faut quand même que je vous la raconte parce que c'est surprenant. Vous connaissez le club de Rome, probablement, le rapport Meadows. Est-ce que vous pouvez juste lever la main, qui c'est qui le connaît pour que je raconte plus ou moins? Ok. Le rapport Meadows est un rapport, donc c'est le nom d'un scientifique qui a travaillé avec son épouse. En 1973, il a été mandaté par le club de Rome, où il y a différents financiers derrière, mais certaines grandes familles qui commencent par un R. Et donc, ils avaient comme objectif de faire une modélisation. Ça vous parle, les modélisations? En 1973, hein, je vous rappelle qu'à l'époque, leur capacité informatique était plus faible que ce qu'il y a là-dedans. Hein. Donc, ils ont décidé de faire une modélisation informatique du futur du monde. Et ils ont dit, si on continue comme ça, on est foutu. Et selon moi, ils ont créé un modèle qu'ils répètent depuis, régulièrement. Un modèle, on vous dit, vous êtes foutu. Et d'ailleurs, j'avais sorti toutes les coupures de presse, tous les 2-3 ans, vous avez un nouveau truc qui vous dit que vous allez être foutu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'en 91, ils ont fait une revue de ce qu'ils avaient publié en 93, et ils ont écrit la chose suivante. Je vous le lis quand même parce que je pense que c'est vraiment intéressant. En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous avons eu l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, 1973, la pénurie d'eau, la famine, feraient l'affaire. Dans leur ensemble et dans leur interaction, ces phénomènes constituent en effet une menace commune qui exige la solidarité de tous les peuples.
Mais en les désignant comme l'ennemi, nous tombons dans le piège contre lequel nous avons déjà mis en garde, à savoir confondre les symptômes avec les causes. Tous ces dangers sont dus à l'intervention humaine et ce n'est qu'en changeant d'attitude et de comportement qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même. Alors, on peut dire que moi j'invente, mais en l'occurrence, eux, ils l'écrivent. Leur objectif, cette vision du monde a été aujourd'hui cristallisée dans l'agenda 2030 de l'ONU. Vous êtes d'accord que ça a l'air très bien comme ça? Donc, pas de pauvreté, pas de faim, tout le monde est en bonne santé, tout le monde a une super qualité, et ainsi de suite de vie. Vous dites, ouais, fabuleux, j'adhère. J'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est les Japonais, ils appellent ça, pour eux, l'agenda 2030, qui d'ailleurs se retrouve dans le programme du gouvernement suisse aussi, hein, et de tous les autres pays du monde. Au Japon, ils ont appelé ça la société 5.0. Ils sont toujours en avance sur tous les autres, c'est comme ça. Et je trouve qu'ils ont une façon beaucoup plus honnête de représenter leur vision du futur. Alors, en gros, c'est tout le monde, inclusive growth par les drones. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça sonne bien, avec des drones, on peut tout faire. Alors, vous êtes la santé par le big data. Donc, il y a une personne là qui est en train de se faire soigner par un robot. Et l'éducation enrichie par la réalité virtuelle. Donc, vous avez des enfants qui sont avec des trucs. L'énergie avec un système pyramidal qui distribue un peu d'énergie là où c'est bon. Une vie intelligente, je ne sais pas comment on traduit smart life, avec des robots, ça c'est bon ça. Une mobilité intelligente avec des voitures qui se conduisent toutes seules. Une décarbonation de la Terre, et ils sont assez honnêtes, ils recouvrent la surface de la Terre avec des panneaux solaires, ça va bien. Ouais, trois. Et puis, alors ça c'est le top, mais je n'avais pas réussi à imaginer ce que ça veut dire, c'est la biodiversité par l'intelligence artificielle. Et vous avez donc ici la société humaine avec un robot, et vous avez ensuite toutes les technologies autour qui vous permettent des interactions avec les autres. Alors, vous avez ici FinTech, donc la technologie financière, vous avez les Civic Tech, donc c'est la technologie pour qu'on puisse voter, parce qu'on ne sait pas voter sans la technologie, et ainsi de suite. Hein. Donc, l'ensemble de l'humanité dans un système technologique où toutes les interactions passent par quelque chose d'artificiel. Joli programme. Ça s'appelle une technocratie transhumaniste. Et c'est très clair, pour moi, le narratif dont on parle toute la soirée vise à l'instauration de quelque chose que la technologie rend aujourd'hui possible. La technocratie, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 20 au Canada et aux États-Unis. Technocratie, c'est quelque chose qui a été formalisé, qui a été décrit. Donc c'est un contrôle total de toutes les consommations énergétiques, que ce soit de la nourriture, de l'énergie, quoi que ce soit. Ça a été formalisé dans les années 30. 100 ans plus tard, on a les moyens de le faire. Et les entreprises de la Big Tech sont les acteurs clés de cette transformation. Vu qu'on en a parlé un petit peu, je pense que c'est intéressant. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur Atlantic Council, le CBDC Tracker. C'est un site web très sympa, comme ça, qui suit l'ensemble de l'implémentation des monnaies digitales de banques centrales dans le monde. Et qui vous dit où ils en sont. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez cliquer sur chaque carte, où en est le projet, où ils en sont. Pour faire simple, l'ensemble des pays, à part vraiment ceux qui n'ont pas de moyens, hein, les pauvres, tous ces autres pays travaillent aujourd'hui à la création de monnaies digitales de banque centrale. Donc c'est pour faire simple. Alors ça c'est, ici on voit, donc cette couleur-là, les États-Unis et l'Europe, c'est le développement. Il y a 33 pays qui sont en train de développer. La Banque nationale suisse développe depuis 2 ans, et actuellement ils testent, la monnaie digitale de banque centrale suisse. Qu'est-ce que c'est une monnaie digitale de banque centrale? C'est donc alors il s'appuie sur la technologie crypto,
mais vous avez un compte au niveau de la Banque centrale suisse. Et ce qui est vraiment, pour faire très simple et résumé, c'est que ça vous rend, en fait, ça vous transforme le rapport qu'on a. Aujourd'hui, quand j'ai un billet de banque dans ma poche, à moins qu'on vienne me le voler, c'est encore le mien et j'en fais ce que je veux. Quand vous avez une monnaie digitale, elle est programmable. Donc vous pouvez lui joindre toutes les fonctions que vous souhaitez. Par exemple, en Chine, où ils sont beaucoup plus avancés dans ces technologies que chez nous, ils ont déjà créé la monnaie avec date d'expiration, déjà testée. Donc, vous avez de l'argent, c'est bien, mais dans un mois, ça ne vaut plus rien. Ou par exemple, vous avez de l'argent, mais vous pouvez l'utiliser que dans le canton de Vaud. Comme outil de contrôle, c'est top. Et tout le monde y travaille. Et pourquoi je montre ça? C'est que c'est un bon exemple et toutes les banques centrales du monde importantes y travaillent parce que c'est ça la suite. Ils veulent la monnaie de réserve mondiale est dit ces derniers mois, années, je ne sais pas, mais ça va être remplacé par un système qu'ils sont en train de mettre en place et pour ça, il faut créer les conditions pour pouvoir l'introduire. Et l'agenda climatique permet de créer les conditions d'introduction de cette nouvelle monnaie digitale de banque centrale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'en ai plus que deux, puis on aura fini. Puisque la science peut être détournée, hein, on l'a vu, est-ce que nous, individuellement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on a... Moi, je ne suis pas un scientifique, et je n'ai pas prétendu que j'avais la vérité sur la moindre de ces recherches. Je suis exposé différents points de vue. Alors, qu'est-ce qui nous reste en tant qu'individu? Ben, moi, je pense qu'il nous reste énormément et qu'on n'exploite absolument pas. Alors, exploiter, c'est peut-être pas le bon terme. On ne met pas assez d'attention dessus. On ne le vit pas. Et par exemple, évidemment, prendre conscience. Prendre conscience, c'est prendre du recul, s'extraire de ce qu'on vit. Observer plus que d'être pris dedans. Prendre cette distance, ne pas se faire prendre par nos émotions, par nos propres émotions. Parce qu'en général, quand ils nous font peur, en fait, ils nous remettent dans une situation qu'on a déjà vécue. Peut-être enfant, peut-être adulte. Et c'est ça, c'est là où ils nous attrapent. Et donc, je pense que fondamentalement, ce qui nous appartient vraiment, là où on peut vraiment agir, moi je ne peux pas aller changer l'ONU, je n'ai d'ailleurs pas l'intention, c'est que je peux travailler sur ma conscience à moi, ma prise de conscience, mon analyse de ce qu'on me raconte. Le deuxième, c'est le bon sens. Alors le bon sens, c'est quelque chose de difficile à définir. Pour moi, le bon sens naît du fait d'être dans l'action en contact avec le réel le plus possible, que ce soit dans l'interaction avec des gens, que ce soit dans la pratique de quelque chose, mais les écrans nous extraient de ça systématiquement. Le bon sens, en général, on l'attribue à des gens qui ont des activités plutôt manuelles, qui sont exposés aux problématiques concrètes, matérielles. C'est pas sûr qu'il y ait du bon sens, mais ça aide. Et le troisième point, qui me semble absolument fondamental, c'est l'intuition. Ça signifie fondamentalement ce qui est dit en moi. Quelque chose, on peut lui dire que c'est une voix, mais quand on écoute vraiment, profondément, souvent on sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse plutôt, c'est plutôt ça qui est juste. Et ça, à notre époque, on l'a complètement mis de côté. C'est un vrai outil de connaissance, et celui-là, on ne l'a pas développé. Et je prétends que l'intelligence artificielle ne nous laissera absolument pas le choix de développer l'intuition. Parce que quand on va, et c'est déjà le cas, quand on va se retrouver systématiquement avec des photos trafiquées, avec de l'audio trafiqué, avec de la vidéo trafiquée, le seul truc qui nous restera, c'est l'intuition. Donc de toute façon, on va être amené à ça. Alors ça peut paraître pessimiste, mais pour moi, je pense que c'est un immense cadeau. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre nous montre le chemin et en plus nous met en mouvement. C'est pas qu'on peut encore se dire ouais, mais non, quand je serai à la retraite, c'est pas pour la retraite. Hein. Bon, peut-être pour certains. Donc je vais conclure, rassurez-vous. Alors est-ce que le CO2, est-ce que c'est ce gaz de la fin des temps? Eh bien moi je prétends que c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que si on continue à se laisser en fait totalement prendre par
les peurs qu'ils induisent, mais qui sont en fait les nôtres. Elles réagissent, elles résonnent en nous parce qu'on les porte déjà. Donc si nous, on ne fait pas ce travail de vivre profondément nos zones d'ombre, de les observer, de les laisser nous traverser, et donc de faire notre propre nettoyage, et ce qui, à mon avis, est la vraie écologie, la seule qui nous appartienne, c'est celle qui est en nous. Hein. Donc, pour moi, si on ne fait pas ce travail, oui, je pense qu'il y a un fort potentiel pour que de nombreuses personnes partent dans un futur technocratique, dystopique, qui va même, à mon avis, jusqu'à à supprimer l'esprit humain. Pour moi, le potentiel, il va jusque-là. Mais évidemment qu'il y a aussi un non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire ce travail, d'aller faire ce travail en nous, d'écologie intérieure, pour se reconnecter à ce qu'on est vraiment. Parce que si vous vous souvenez de ce graphique très coloré avec les états émotionnels, la peur, ce n'est pas ce qu'on est. Ce que nous sommes fondamentalement, et ce qu'on peut vivre comme potentiel, si on l'active en nous, c'est plutôt de la joie, de la paix et de la transcendance. Ça, c'est ce qu'il y avait tout en haut. Et c'est ça ce qui nous est demandé, plus que toute autre chose aujourd'hui. Et si tous aujourd'hui, mais chacun individuellement évidemment, on se met ensemble à vibrer à ce niveau-là, ben on sera en accord avec tout ce qui est, tous les autres êtres humains, tous les autres êtres vivants, et selon moi évidemment le cosmos aussi. Et c'est ça ce que je pense qu'on est appelé à faire aujourd'hui. J'en ai fini.